Mes amis, bien le bonsoir. Comme nous allons vers Noël, les parkings des supermarchés sont bondés. Heureusement, j'ai pu trouver une place dans le parking d'un asile de fous. Ils sont assez vides dans cette période de l'année. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme. Nous sommes au début des années 2000 et cette jeune femme s'appelle Atlantouya. Elle est jolie, elle est originaire de Mongolie. Dans sa Mongolie natale, elle a eu quelques soucis. Un enfant bas âge, on va pas dire que c'est un souci, mais vous comprenez, des problèmes à s'insérer professionnellement et socialement. Et la voici qui prend la route, la voici qui roule sa bosse à travers la planète à la recherche de stabilité. Cette recherche va l'emmener un peu partout, jusqu'à Paris. La ville lumière l'a toujours attirée et elle rêve de devenir mannequin. Elle fait des photos qui vont apparaître dans des publicités, dans des revues, et même peut-être qu'on a dû voir sa tête dans le tube du métro parisien, si je puis m'exprimer ainsi. Mais voilà, elle qui avait tout pour réussir, il faut dire que, avec son physique exotique, elle était faite pour ce métier-là. Pourtant, elle doit plier valise et quitter Paris. Les clients ne se bousculent pas, les agences se font rares. Et puis, il faut dire que le milieu du mannequinat est assez pourri. Pourtant, en termes de pourriture, elle n'a pas encore tout vu. Elle prend un avion et arrive à Kuala Lumpur, en Malaisie. Là, elle va enchaîner les petits jobs, les emplois précaires, comme on dirait aujourd'hui. Elle enchaîne les heures pour un salaire de misère, jusqu'au jour où elle va faire la connaissance d'un businessman local. Il devient un ami en tout bien, tout honneur. Il lui dit pourquoi une jeune fille comme toi, intelligente, brillante, qui parle beaucoup de langues, je dis pas que les autres sont dommages, mais on se comprend, pourquoi se gâcherait-elle dans des métiers pareils, alors qu'elle peut mieux gagner sa vie? Elle est intéressée, elle veut en savoir plus. Elle lui explique qu'il a un ami qui travaille pour l'État de Malaisie. Et cet ami-là peut la recruter. Ils ont toujours besoin de traducteurs. Il faut dire que dans la région, on n'est pas très fort en langue étrangère. C'est ainsi qu'après un rapide processus de recrutement, elle se retrouve dans un bureau, pas très éloigné d'ailleurs, de celui du Premier ministre du pays. Entre ses mains passent des lettres, des fax, des emails, parfois même des conversations téléphoniques, et elle se retrouve à traduire tout cela. Un jour, elle est dans un avion, dans un jet privé, au milieu d'une commission chapeautée par un plénipotentiaire, comme on dit dans les pays du tiers-monde. En direction de Paris vole ce jet privé. Là, la Malaisie doit négocier avec le groupe naval l'achat de sous-marins. La commission arrive, et puis c'est Atlantouya, sans le faire exprès, qui mène la danse, parce que c'est elle le référent, elle est la seule à parler en français. Donc elle devient, sans le faire exprès, pivot dans toutes les conversations. Chaque soir, quand elle revient dans sa chambre à l'hôtel, passe entre ses mains des documents, des contrats militaires ultra secrets, ultra sensibles, qu'elle doit traduire. Alors, à un moment donné, lors de ses lectures et de son travail de traduction, elle tombe sur des textes bizarres, des choses qui vont l'inquiéter. Il faut savoir que dans le milieu de l'armement, très souvent, il y a des enchères. Genre, le client va ouvrir en disant, bon voilà, 50 millions. Le fournisseur dit, ok, je peux monter à 60. Attendez, j'appelle les Américains. 70. Les Américains disent 70. 80. 90. On a besoin d'autorisation pour aller à 100. Je vous rappelle plus tard. Vous dites 100? Oui, je dis 100. Dans le cas des sous-marins achetés à la France, de type Scorpène 2000, eh bien, les enchères sont montées à 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, c'est les pots de vin pour faciliter le contrat. Le contrat, lui, est de 1 milliard d'euros. 15%, c'est à peu près le barème pour ce genre de transaction. 10%,
Ça peut se voir, mais c'est assez rare. Monter au-delà de 15 serait du vol. Elle voit ces transactions occultes et elle est inquiète. Elle a l'impression de participer à quelque chose d'illégal, quelque chose qui peut se retourner contre elle, et puis voilà, elle a des réticences. Les gens dans la commission remarquent son revirement, ils se disent elle est en train de se rebiffer, et puis ils vont parler au plénipotentiaire, qui est d'ailleurs le bras droit du Premier ministre. Alors celui-ci va la convoquer, et puis il va lui dire écoutez, je comprends ce qui se passe dans votre tête. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le sous-marin. C'est un commerce qui est difficile en ce moment. Nous voulons ces engins pour protéger notre pays. C'est pour la patrie que nous faisons tout cela. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blocages. Il faut qu'on paye. Vous imaginez, il faut qu'on paye les partis de l'opposition, des hommes politiques, des décideurs, des banquiers, des gens à tous les niveaux. Potentiellement, même les Français voudront leur part. C'est comme ça, on vit dans un monde extrêmement pourri. Alors nous, vous imaginez, j'espère que le côté patriotique de notre démarche ne vous a pas échappé. Nous sommes obligés de demander un fonds qui nous servira par la suite de fonds de village ou de déblocage pour que cette histoire se fasse. Mais je vous ai compris, vous êtes une personne honnête. Alors c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous allouer. Une fois que le contrat se fait, nous allons vous allouer 500 000 euros, un demi-million. Tout de suite, dès que le contrat se signe, vous aurez cet argent-là sur un compte à Panama. Nous travaillons beaucoup avec Panama pour éviter les tracasseries avec le fisc local, vous imaginez. Elle, une fois qu'il y a cette offre sur la table, elle a des scrupules à négocier plus, mais soudainement, elle se sent animée d'une motivation nouvelle. Elle va s'activer, travailler dur, elle veut que ce contrat se fasse, et il se fera. Le problème, c'est qu'une fois que la signature est là, et elle la voit, parce que tous les documents passent par elle, eh bien, c'est un petit peu le silence radio de tout le monde. Elle l'appelle le plénipotentiaire, il joue les lointains, il répond pas, il y a sa secrétaire qui fait barrage, il ignore les messages, les emails, les appels, les messages sur le répondeur, il fait le mort. Alors elle commence à psychoter. Elle se dit que peut-être qu'ils l'ont oublié lors du partage. Ou bien, dans une autre vision, tout aussi cauchemardesque, il a peut-être endormi sa part à elle. Il a peut-être pris les 500 000 euros et les a bouffés, tout simplement. Alors, elle s'inquiète. Pendant quelques jours, elle le harcèle, mais il l'ignore. Alors elle va décider d'utiliser la carte nucléaire, la carte la plus brutale qu'on peut sortir dans ces cas-là. Elle lui écrit en lui disant « Écoutez, vous avez voulu m'entuber, mais si je n'ai pas mon argent sur le compte, je vais vous dénoncer. J'ai assez d'éléments, j'ai eu accès à des noms, des chiffres, des détails. Je vais faire tomber ce gouvernement, je vais même faire tomber ce président. » Alors, lui, quand il reçoit ce message, effectivement, il est très inquiet. Bien sûr, il décide de ne pas donner suite. Parce que pour lui, donner suite, la payer, c'est maintenant se soumettre au chantage. Qu'est-ce qu'il lui dit que dans 1 mois, 2 mois ou même 3 jours, elle ne pourrait pas revenir avec des exigences nouvelles? Il décide de ne pas donner suite, mais il va prendre des mesures. Dans les jours qui suivent, Atlantouya va se sentir suivie. Chaque fois qu'elle roule avec sa voiture, elle a l'impression qu'il y a des gens qui la suivent. Elle n'est pas trop sûre d'elle, mais elle s'inquiète. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir parano. Jusqu'au jour où, dans la nuit, il y a des villageois dans une ville un village pas très loin de Kuala Lumpur, qui entendent un bruit dans la nuit. Et le ciel s'éclaire d'un flash. Le lendemain, ils vont voir et ils trouvent des éléments suspects. Ils vont appeler la police.
Les flics arrivent et ce qu'ils vont trouver, c'est des restes humains. Un humain qui a été dispersé, façon puzzle. Il n'en reste pas grand-chose. C'est une femme. L'ADN le dit. Il y a même son sac qui a fini dans un arbre. Le sac contient des pièces d'identité. Elle s'appelle Atlantouya. Elle a été tuée d'une manière affreuse. On a attaché des explosifs. Les analyses sont formelles. Des explosifs de type C4 à son corps et on les a fait exploser. Alors, l'enquête va tout de suite commencer sur les chapeaux de roue, d'autant plus qu'il y a un détail. Il y a un détail que ceux qui ont tué Atlantouya ne savaient pas. C'est que la veille de sa disparition, elle s'était rendue à un commissariat et elle avait fait des déclarations. Elle a dit, écoutez, j'ai été impliqué dans une sale affaire avec le bras droit du Premier ministre, maintenant il me menace, j'ai peur pour ma vie, je me sens suivi, tout ça. Et elle a commencé à tout déballer chez les flics. Alors, ceux-ci ne savaient pas trop quoi en faire. L'agent qui était de shift ce soir-là, il a tout noté sur son ordinateur. Il a signé, puis il a laissé partir en lui promettant de faire quelque chose. Au départ, ce témoignage n'avait pas été nécessairement pris au sérieux. Les flics reçoivent souvent des témoignages, parfois abracadabrants, et ils ne savent pas comment les prendre. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Sauf que dans le cas précis, la personne vient dire quelque chose, quelques heures plus tard, elle est morte. Le témoignage, rétrospectivement, va prendre de la valeur. Alors, on arrêtera 2 personnes, on arrêtera 2 flics de l'entourage du Premier ministre. En fait, ils font partie de ces gardes du corps. Ils sont accusés d'avoir tué Atlantouya, de l'avoir kidnappé à son domicile quand elle arrivait et l'avoir tué. D'ailleurs, chez l'un d'eux, on va retrouver des bijoux. Quand on fouillera chez lui, en perquisition, on va trouver des bijoux lui appartenant à la femme. C'est-à-dire que, en tant que minable qu'il est, il avait l'ordre de tuer cette femme, mais il s'est dit au passage, je peux lui prendre ses bijoux. Il a pris les bijoux, et ça a été une pièce à conviction extrêmement importante dans son procès qui va s'ouvrir en 2005. Alors 2005, on a ce procès de ces 2 gars qui s'ouvrent. Eux, ils jouent les innocents, c'est pas nous, les bijoux, je sais pas ce qu'ils faisaient chez moi, certainement on a voulu m'accuser, on les a mis là, moi j'en sais rien. Ils sont condamnés à mort. Ils partent en cassation. Ils font appel plutôt. Ils font appel. 2 ans plus tard, ils sont rejugés. Et là, contre toute attente, on leur dit, voilà, vous êtes acquittés. Ce n'est pas vous, il n'y a pas de preuves, le dossier est vide, les éléments qu'on a trouvés sont pas probants, on ne sait pas qui a tué cette femme, et puis voilà. Partez, vous êtes libres. Ils sortent. Nous sommes en 2007. Alors, l'un d'eux va rester en Malaisie, et l'autre, qui s'appelle Cyril, Cyril, c'est chez lui qu'on avait trouvé les bijoux d'Atlantouya. Cyril, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son enfant, et il va à l'aéroport de Kuala Lumpur. Et puis, comme ça, en hypocrite, il prend un vol touristique pour Sydney. Il arrive en Australie, et il va s'incruster. Il n'a pas envie de repartir, parce qu'il connaît les rouages et le système de son pays. Que se passe-t-il? Peu de temps plus tard, il y a un mandat d'arrêt contre lui et contre son acolyte. L'acolyte est arrêté tout de suite. Il le chope chez lui, il l'emmène en prison. Il y a encore un 3e jugement. Il y a eu encore un appel. Alors, l'autre jugement, 3e jugement dans cette histoire, va arriver en 2009. L'Australie ne veut pas remettre Cyril. Alors, ils ont un problème, c'est que d'un côté, c'est un criminel de droit commun. Ce n'est pas quelqu'un qui est persécuté pour ses opinions ou autre. Il n'a pas droit à l'asile politique en Australie. Pour eux, c'est quelqu'un qui est venu de Malaisie avec un visa touristique valable. Le visa a expiré et il s'incruste. Donc normalement, ils doivent l'expulser. En plus, il y a sur sa tête ce mandat d'arrêt international émis par la Malaisie. Oui, mais la loi australienne, comme la loi de nombreux pays occidentaux, interdit l'expulsion de personnes vers des pays où ils risquent la peine de mort, même si ces personnes ont commis des crimes. Donc on peut potentiellement avoir un tueur en série, on peut avoir un cannibale,
qui arrive en Australie, et d'ailleurs ça serait pareil en France, s'il risque la peine de mort dans son pays, il ne sera pas extradé vers ce pays-là. Donc, on va avoir une bataille juridique. L'Australie dit non, on ne peut pas vous l'envoyer. La Malaisie veut avoir ce gars, mais l'Australie en même temps ne peut pas lui donner l'asile. Comme il n'a pas de visa en règle, ils ne peuvent pas le laisser sortir. L'Australie a une loi d'immigration extrêmement dure. Il va donc se retrouver dans un centre fermé pour illégaux. Quand il est dans ce centre, il commence à avoir des communications avec les autorités malaisiennes à travers un homme politique proche du pouvoir. Il va écrire en disant, écoutez, il y a des messages qui ont été découverts par la suite. Il va dire, je veux 2 millions de dollars maintenant, et puis 15 millions de dollars plus tard. 2 et 15, ça fait 17. En retour de cela, je promets premièrement, ne jamais de ma vie revenir en Malaisie. Deuxièmement, je fais une vidéo et je blanchis le pouvoir. Je blanchis le Premier ministre en disant qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Troisièmement, je ferme ma gueule pour toujours et je ne fais pas tomber votre gouvernement, ni votre président, ni votre parti, qui était au pouvoir d'ailleurs le parti depuis plus de 60 ans, malgré des affaires sans cesse qui arrivent dans les médias. Alors, la réponse à ce message qu'il avait envoyé, eh bien c'était « Nous sommes prêts à discuter ». Le procès s'ouvre en 2009, et puis l'acolyte qu'ils avaient sous la main a été condamné à mort. Cyril aussi a été condamné à mort, mais lui est trop loin, ne peut rien faire pour lui. Cyril va rester dans le centre de détention pour sans-papiers. Il va rester pendant très longtemps, il va rester pendant 9 ans, jusqu'à ce que la loi australienne change, parce que la loi était considérée très dure, parce que c'est une loi qui pouvait potentiellement enfermer un sans-papier à vie. Il avait le choix entre 2 options. Soit partir, soit rester dans le centre de détention jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'y avait pas d'autre alternative. Mais comme ce gars ne pouvait pas raisonnablement partir vers la Malaisie, ni ne pouvait partir vers d'autres pays qui pouvaient potentiellement l'extrader en ayant moins de retenue que l'Australie sur cette thématique-là, eh bien, il était resté dans ce centre. Et finalement, il a été libéré. Il n'est pas régularisé, mais il a été libéré. Il a le droit de circuler aujourd'hui en Australie. Par la suite, il a même fait une vidéo expliquant que le Premier ministre du pays est complètement innocent, il n'a rien à voir dans cette histoire du meurtre d'Atlantuya, qui reste avec beaucoup de ces mystères vraiment. Parce que l'un des arguments de défense de ce Cyril, c'est que il dit que lui, il est flic. Il a rejoint la police à 19 ans. Il a grandi à l'intérieur de la police. Il n'a eu ni autre formation, ni rien que ce qu'il a connu chez la police. Il explique que le C4, l'explosif qui a été utilisé, lui, ni ne peut s'en procurer, parce que ça ne fait pas partie de l'arsenal de la police, ni ne saurait l'utiliser. Il en a entendu parler, mais il ne sait pas comment utiliser du C4. Le C4, c'est plutôt militaire comme équipement. Quelque part, le scénario le plus crédible, c'est que probablement Cyril et son acolyte, comme ils sont de la police, donc ils ont un véhicule de police, ils peuvent accéder à des véhicules sérigraphiés ou non, ils ont des cartes et tout ça, connaissent la ville et tout, c'est probablement eux qui ont enlevé Atlantuya, c'est probablement eux qui ont été l'enlever, parce que les militaires sont trop voyants pour une opération pareille en ville, donc ils ont dû la mettre en état d'arrestation, la mettre dans leur véhicule, et partir avec. Avec ce véhicule, ils sont rentrés dans une autoroute, parce qu'il y a les caméras de l'autoroute, les caméras du péage qui les ont chopés. Donc, ils sont partis sur l'autoroute et à un moment donné, ils ont suivi les ordres et livré cette jeune femme à des militaires. Les militaires partent avec elle dans la forêt et c'est eux qui l'ont tuée. Ils n'avaient probablement pas le dessein initial de la tuer avec l'explosif parce que c'est une manière qui est quand même trop voyante, qui aussi accuse directement les militaires, qui n'ont jamais été cités dans l'enquête. Alors que, clairement, le mode operandi
désigne des militaires. Mais on voit que on a probablement préféré focaliser tout sur ces flics pour éviter de parler des militaires. Militaires, on est dans une histoire de sous-marins quand même. Donc probablement la police militaire ou le renseignement militaire a eu la main dans cette histoire. L'explosif, il est vraisemblable qu'il a été attaché sur son corps à elle pour lui faire du chantage. Probablement, il l'a emmené dans une forêt pour l'effrayer. Ils ont mis le C4 en disant « Écoute, soit tu parles, soit on te fait exploser. » C'est aussi simple que ça. Parler de quoi? Probablement, parce que quand on a envoyé le message pour faire le chantage, ou ce qui a été perçu comme un chantage, alors qu'elle, dans son intention, il n'y avait aucune intention de chantage. Son intention à elle, c'était plutôt d'obtenir son argent, qui était une somme minable. Derrière l'autre, le Cyril, il est planqué en Australie. Il n'a même pas de papier, il demande 17 millions, on les lui donne. Ils ont peut-être coupé la poire en deux, il n'a peut-être pas reçu les 17. Mais il a demandé 17 millions, ils ont dit on est prêt à parler. Alors qu'elle, pour 500 000 euros, elle était obligée d'avoir recours au chantage et elle s'est fait tuer. Elle ne s'est pas fait tuer pour l'argent. L'argent, c'est rien dans cette histoire. C'est une goutte d'eau. Mais elle s'est fait tuer pour le chantage et soudainement, ils ont réalisé qu'elle avait peut-être des documents qu'elle avait planqués. Et dans ce cas-là, les militaires la ramènent dans la forêt, lui mettent du C4 autour et lui disent écoute, soit tu parles, tu nous dis où sont les documents ou on te fait sauter. Là, probablement, elle a refusé de donner les documents, ou elle a dit, je n'ai pas les documents, peut-être que vraiment, elle n'avait pas de copie des documents. En tout cas, quelque chose a dû survenir, ou même accidentellement, et là, le C4 explose. Le C4 explose, il n'y a plus d'Atlantouilla, elle est pulvérisée, et à ce moment-là, les militaires disparaissent, et puis, l'histoire telle que je voulais raconter va continuer. Le programme des sous-marins a été mené à son terme et 2 sous-marins de type Scorpion ont été livrés à la Malaisie et puis ils voguent aujourd'hui silencieusement sous les eaux de ce pays. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine.